Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Café littéraire de Vevey pour cette soirée Stanley Kubrick. Pour cette semaine en fait qui va être une semaine très cinématographique ici au Café littéraire parce que le prochain événement, le jeudi 3 mai, on a le vernissage d'un livre sur le cinéma militant français des années 60 et à l'occasion on va faire une conférence sur mai 68 et le cinéma. Donc cinéma militant en jeudi, aujourd'hui Stanley Kubrick. 2 mots sur le café littéraire avant de donner la parole aux invités. Ça serait bien si vous pouvez visiter notre site internet alors, lecafélittéraire.ch et vous inscrire sur notre newsletter. Comme ça, vous recevez tout le temps des mails avec les événements, parce qu'il y a des événements qui ne sont pas prévus dans le programme que vous pouvez trouver sur la table. Donc du coup, vous serez toujours informé de tout ce qui se passe ici au café littéraire. Et vous pouvez aussi évidemment visiter notre page Facebook. Alors, Stanley Kubrick et psychanalyse. Alors, cinéma et psychanalyse, avec un parcours presque date de la même période, on commence en même temps presque, on arrive à Kubrick, on verra, c'est la passion de chaque cinéphile de voir Kubrick allongé sur le divan. Donc, on a 3 invités aujourd'hui ici, Axel Steifel, qui vient d'artiste avec un parcours à l'école. Donc, c'est un des leçons du jour, les échanges Université de Lausanne, d'où une partie de l'équipe du Café littéraire vient en cinéma et ECAD. Et des psychanalystes, Marc Andille et Renato Seidel. Voilà, j'ai bien prononcé le nom. Et on passe la parole directement. Et merci d'être ici aujourd'hui. On est vraiment heureux de vous voir si nombreux. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je voulais juste... on m'avait parlé de Marcel Duchamp. Que Marcel Duchamp, il disait que parfois et souvent, l'artiste est plus intéressant que son œuvre. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour Stanley Kubrick. Vous me direz. Je pense que peut-être on parlera peu de la vie de Stanley Kubrick et vraiment de son œuvre qui est beaucoup plus impressionnante que sa vie. Alors Stanley Kubrick, comme vous avez vu dans l'affiche, son œuvre elle est marquée par un ensemble, c'était un photographe, il est en même temps très sensible par la musique. Et il a choisissait ces musiques. D'ailleurs, Marc-Antoine va nous montrer des extraits des musiques qu'il avait choisies, qu'il mettait dans un ensemble avec une histoire aussi. Il y avait le choix de la littérature à partir de la littérature, ce qui donnait une œuvre globale et parfois assez impressionnante, à tel point que on vient de me dire ici qu'on n'apprécie pas Kubrick parce qu'il est trop parfait. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Alors, pour cela, j'ai demandé à Axel Stiefel de nous parler un peu de Kubrick, puisque Axel Stiefel est artiste aussi, et une artiste très globale, dans le sens où elle vient de la vidéo, elle travaille maintenant avec le tissu en ayant passé par la musique. N'est-ce pas ? Et Marc-Antoine Anti, qui peut-être vous connaissez déjà, psychanalyste, membre de la SREM. Alors je passe tout de suite la parole à Axel Stiefel. Merci. Bon. Donc oui, je suis artiste. Alors je pense qu'il est important un peu de préciser quel genre d'artiste je suis pour que vous puissiez localiser d'où je parle. La première image de Kubrick que j'ai emmagasinée, c'est le petit garçon qui déambule avec son tricycle dans les couloirs de l'hôtel dans Shining. J'avais 10 ans, à peu près par là. Et à la question si j'avais le droit de voir le film ou pas, mon père avait dit « Oh, c'est un film psychologique ». Et il se trouve que mon père est psychiatre. D'où l'importance de clarifier d'où on parle. Donc, parce que c'est toujours quelque chose qui parle à travers un individu, et ce quelque chose, c'est l'ensemble des expériences qui le constituent, et en l'occurrence des expériences médiées, entre autres par le langage,
les corps et notamment les technologies. Et donc le fil que je vais prendre finalement, c'est celui par les lunettes de la technologie que je vois traverser tous les films de Kubrick. Dans mon cas, je peux dire que ce qui m'a structurée, c'est, en tant qu'artiste, c'est la littérature et le cinéma, plutôt que les arts dits visuels. Donc la question du langage et l'appareil de reproduction technique occupe une place essentielle. Pour l'instant, je suis invitée à créer des expositions que je conçois comme des situations. Donc mon médium à moi, c'est l'exposition comme un champ d'interaction multiple. La question, c'est toujours une expo, mais pour quelle expérience ? Et en général, je cherche à transmettre une expérience du milieu vivant. Alors, le milieu vivant, on pourrait prendre le cas exemplaire de l'océan. On pourrait se demander s'il existe quelque chose ou quelqu'un qui puisse faire l'expérience de l'océan. Est-ce que l'océan peut-il être vécu alors qu'il dépasse la dimension de l'humain ? Alors, la question, quelles stratégies, quels outils sont à notre disposition pour rendre ce milieu présent, perceptible, palpable, sans passer par la représentation ou la simulation. Quand je parle de représentation, je prends l'exemple du tableau, un tableau qui représenterait l'océan. L'océan, on le voit, mais on sait qu'en fait, il n'est pas là. Dans la simulation, on fait comme si l'océan était là et on substitue un océan pour un autre. Mais dans les deux cas, l'océan n'a plus rien à voir, ni avec l'eau, ni avec la vision. Alors, quand moi je rentre dans un milieu qui est celui de l'art, on a affaire à des institutions, des communicants, des techniciens et des publics. Sauf que cela se complique quand on se demande qu'est-ce qu'un public et qu'est-ce qui produit le public. Est-ce que c'est l'artiste ou le musée ? Est-ce que c'est la galerie ou le marché ? Alors dans ce contexte, on aurait plutôt intérêt à fermer les yeux, comme dans Eyes Wide Shut, pour véritablement comprendre dans quoi nous nageons. Alors si je prends l'exemple de Eyes Wide Shut, je vois ce Tom Cruise qui nage en plein cauchemar et gobe la mise en scène d'un sacrifice qui met fin à son envoûtement lorsqu'il est le témoin non désiré d'une scène d'orgie. Il ne devrait pas être là, il est témoin d'une orgie et on lui met en scène un sacrifice pour l'effrayer, pour l'enlever de cette scène. Son problème à Tom Cruise, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le rêve, en l'occurrence le rêve de sa femme, qui rêve, qui fantasme qu'elle le trompe, la mise en scène à laquelle il a affaire, donc l'embûche qu'on lui met, et le réel. Et dans cette situation, il réalise qu'il est influençable et que le sentiment de réalité vacille lorsqu'on prête attention à des attracteurs intéressés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si nous nageons dans des dispositifs. Et il y a plein de dispositifs dans les films de Kubrick. Il y a des cartes interactives, comme dans Docteur Folamour, où on a toute l'assemblée avec le président des États-Unis et le russe et l'armée qui observent l'avancée des manœuvres de guerre. Il y a des distributeurs Coca-Cola, par exemple, qui est assez drôle. C'est dans un des campements de la guerre, un des commandants doit absolument appeler en ligne directe le président des États-Unis pour empêcher la catastrophe nucléaire. Et l'autre commandant ou chef qui le tient en otage par une mécompréhension
essaye de l'en empêcher et ne veut pas lui donner les sous. L'autre lui dit, le distributeur de Coca-Cola, il me faut des pièces, vas-y, défonce la machine, j'ai besoin des pièces pour appeler le président. Et l'autre lui dit, d'accord, je le fais, mais c'est à toi de dealer avec Coca-Cola. Donc on a ici un dispositif de guerre versus le dispositif Coca-Cola. Sinon, on peut continuer la liste. Il y a des bombes, il y a des labyrinthes, il y a des tranchées, il y a des architectures, il y a des fantômes, il y a des palais de mémoire, il y a des vaisseaux, des traversées spatio-temporelles. Et ça, c'est en général accompagné de mouvements caméra extrêmement lents, extrêmement spectaculaires, où on voit exactement tous ces appareillages, toutes ces technologies à l'œuvre. Une petite définition, qu'est-ce qu'un dispositif? D'après Agamben, en suivant dans les traces de Foucault, un dispositif, c'est tout ce qui a, d'une manière ou une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Et donc le cinéma, il fait partie de l'ensemble des dispositifs médiatiques. La caméra, dispositif sonore, c'est aussi un dispositif. C'est un outil dont l'intention est de produire des images. Comme une extension de l'homme, la caméra est un outil technique, donc une machine, qui est une simulation de l'œil. Une machine qui regarde. Et alors là, on pense à l'œil de Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Si Stanley Kubrick est photographe, son approche du cinéma est empreinte du médium photo. Et c'est d'abord un outil technique avec ses mécanismes propres. Marshall McLuhan, théoricien des médias, nous dit le médium est le message. Donc, par exemple, le message de la lumière, c'est l'information. C'est la partie tacite de l'invention de l'électricité. Les médias, ce sont les moyens de diffusion directs, comme le langage et l'écriture, ou le dispositif technique, comme la radio, la télévision, le cinéma, Internet, la presse, etc. Donc, les médias, c'est tout ce qui permet la communication. Kubrick lui-même, je regardais un documentaire sur lui, disait que ce qu'on cherche dans la photographie, ce n'est pas une photo, mais la photo de la photo. Et on se demande parfois qu'est-ce qui nous pousse à prendre une photo. Est-ce que c'est un déjà-vu, une possibilité technique? L'outil est là, j'appuie sur un bouton. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Alors j'appuie sur le bouton et puis quoi? Et puis il y a la validation, le choix, cette photo plutôt que celle-là. La photo, elle existe dans une interdépendance de photos parmi d'autres photos. Et alors la vie, elle n'est pas dans la photo. La photo n'est pas le mouvement, et même dans le cinéma, les images paraissent bouger, mais elles ne sont qu'une succession d'instantanés. Ce qui se joue dans le cinéma, ce ne sont pas les images, mais nos expériences accumulées, reflétées, suscitées par le médium film. Le message du médium film, ce n'est pas la vie. Alors qu'est-ce que c'est? Mystère. Proust, par rapport à la littérature, avait écrit « C'est la vie absente enfin vécue ». Dans le cinéma, Guy Debord nous dit « La vie a été déportée au-delà de l'écran ». Et pourtant, le dispositif de la séance de projection, c'est encore une autre histoire. C'est la musique, sans quoi il n'y a pas de spatialisation, il n'y a pas de sensation, pas de temporalisation.
C'est aussi la présence des gens autour de soi, la synchronicité du visionnement, le rituel du rassemblement, le sentiment de collectivité qui s'y produit. Et cela fait des siècles que nos dispositifs travaillent à produire ce public-là. Par exemple, on a créé le genre des teen movies, donc les teen movies, les films pour adolescents, pour générer une culture du teen, pour générer une culture adolescente. Pourquoi ? Pour pouvoir justifier le rallongement des études aux États-Unis, pour garder les jeunes assez longtemps à l'école, pour que les adultes retrouvent leur place de travail après la guerre. Ça, ce sont des études des médias qui nous décortiquent ça. Et aujourd'hui, on voit une recrudescence de ces tactiques qui apparaissent par cycle, dans les années 50, les années 90, dont moi je suis un produit aussi, les années de la crise économique. Ces cycles indiquent aussi des révolutions technologiques. Alors, toujours Marshall McLuhan, en réalité, en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même. C'est-à-dire simplement que les effets d'un médium sur l'individu ou sur la société dépendent du changement d'échelle que produit chaque nouvelle technologie, c'est-à-dire chaque prolongement de nous-mêmes dans notre vie. Donc, ce n'est pas au niveau des idées et des concepts que la technologie a ses effets, ce sont les rapports des sens, les modèles de perception qu'elle change petit à petit, sans rencontrer la moindre résistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit que l'artiste, Kubrick, par exemple, il est expert à noter les changements de perception sensorielle. C'est lui qui sait que que la vie, elle varie et elle est discontinue dans ses formes. Voilà, donc le fil rouge des films de Kubrick, ce sont ces instruments techniques, la technologie, mais la technologie, au fond, elle n'est rien sans la question, au fond, de l'humain. Dans une interview de Bernard Weinraub dans le New York Times, Kubrick dit « One of the most dangerous fallacies which has influenced a great deal of political and philosophical thinking is that man is essentially good and that society is what makes him bad. » Donc, tout ce qui a dirigé la politique et la pensée philosophique, ce serait une idée de l'homme comme bon et que la société est ce qui fait de lui mauvais. Alors, au-delà de la question du bien et du mal, qui est une question bien trop américaine, moi je vois la question, sommes-nous humains? Qu'est-ce que l'humain? Quand sommes-nous devenus humains? Sommes-nous restés humains? Avons-nous jamais été humains? Sommes-nous arrivés enfin à l'humain? Et alors, comment en est-on arrivé à inventer l'humain? C'est-à-dire une des espèces, la seule qui se questionne sur elle-même. Et alors, je me suis, pour répondre à cette question, appuyée sur un petit livre qui est une collection de notes sur l'archéologie du design par Béatrice Colomina et Mark Wigley, Are We Human?, dans lequel ils disent « L'humain devient humain en se voyant reflété dans les choses qu'il fait. » Ou alors, c'est qu'il voit sa possibilité d'être humain dans ces choses qu'il fait. Donc, l'humain, il ne fait pas qu'inventer des outils, ce sont aussi ces outils qui inventent l'humain. Plus précisément, l'outil et l'humain se produisent mutuellement. Et les artefacts qui étendent son esprit et sa portée de manière prosthétique, ce sont ceux qui rendent l'humain proprement humain. La prothèse, elle ne se réduit pas à l'extension du corps humain, c'est la constitution de ce corps en tant qu'humain. Et alors, j'aimerais terminer sur un autre passage de Marshall McLuhan, et je vais lire et je vais essayer de le décortiquer. J'aimerais savoir
ce qui se produirait si l'on se mettait tout à coup à tenir l'art pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire une indication précise sur la façon dont il faut remanier ses facultés sensorielles, imaginatives, pour se préparer à au prochain coup de leur prolongement, au prochain coup en fait des technologies. Cesserions-nous alors de considérer les œuvres d'art comme l'explorateur l'or et les pierres précieuses dont se parent de simples primitifs? Quoi qu'il en soit, l'art expérimental renseigne les hommes avec précision sur les prochains assauts que livreront à leurs esprits leurs propres technologies. Et ces technologies, finalement, elles ont leurs problèmes, c'est-à-dire que, comme toute prothèse, elles frottent, elles sont plus ou moins acceptées, elles sont plus ou moins habitées, et du coup, il faut faire quelque chose avec ces frottements, avec ces inflammations, et donc le cinéma est une forme de prendre en charge, d'accompagner ces frottements. Donc, ces parties de nous-mêmes que nous projetons hors de nous sous forme d'invention sont en effet des tentatives de compensation ou de neutralisation des inflammations ou des pressions collectives. Mais le calmant finit généralement par se révéler comme un plus grand mal que l'inflammation initiale, un peu comme une narcomanie. Et c'est ici que l'artiste peut nous enseigner à suivre le coup et à l'amortir au lieu de l'encaisser droit au menton. Je ne puis que répéter que l'histoire de l'humanité est une longue suite de directs au menton.